Merci de m'accueillir. En tout cas, je me rends compte, je me sens un peu petit là-bas. D'une part parce que vous êtes tous plus hauts que moi au niveau altitude, et d'autre part, quand je vois la complexité de votre métier, je me dis que j'ai bien fait de choisir la psychiatrie. Je me souviens toujours du professeur Linkowski. Je ne sais pas si vous avez connu le professeur Linkowski, qui est un personnage que moi j'ai trouvé extraordinaire. Et qui un jour, avec son côté paternaliste, un grand homme costaud, j'étais un jeune PG débarquant Erasme, il m'a dit: Laurent, si tu veux devenir un bon psychiatre, tu dois connaître 10 médicaments, mais il faut bien les connaître. Alors, j'en suis. La situation est un peu plus compliquée maintenant, il y a un peu plus de médication, mais par rapport effectivement à ce que j'ai entendu et ce que j'extrapole de ce que vous devez emmagasiner euh, comme information, je me dis que franchement, je me suis facilité la vie. Alors, ah non, c'est pas comme ça. Donc, les nouveaux psychotropes, c'est vrai qu'il y a des nouveaux psychotropes. Maintenant, est-ce qu'ils sont si nouveaux que ça? Ben, on en parlera. Donc, historiquement, pour ceux qui font un petit peu d'histoire de la psychiatrie, ben jusque dans les années 1950, on n'avait pas vraiment de pharmacologie bien établie. Puis sont arrivés ben, les premiers neuroleptiques avec la chlorpromazine, on en reparlera, les tricycliques, on a la découverte du lithium, il y a eu les IMAO, les benzodiazépines. Un peu plus tard, dans les années 80, il y a eu essentiellement les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine, qui, comment dire, ont remplacé les tricycliques progressivement, essentiellement par rapport à des problèmes de tolérance. Et plus tard, dans les années 90, on a eu les nouveaux antipsychotiques, avec de nouveau un point d'interrogation et en tout cas un dollar dans la mesure où si la plus-value par rapport aux patients est quand même relativement discutée, c'est clair que la plus-value pour les firmes pharmaceutiques a été phénoménale, puisque c'est parmi les plus grands succès commerciaux de l'industrie pharmaceutique, étonnamment, les antipsychotiques. On en parlera un tout petit peu. Avec donc des mécanismes d'action nouveaux, entre guillemets. Et actuellement, là, dans les années 2000, il y a un régulateur de l'humeur qui est prescrit assez régulièrement, qui est la lamotrigine, qui vient des antiépileptiques une fois de plus. On avait déjà la carbamazépine et valproate qui étaient utilisés régulièrement depuis les années 80, mais ce n'est pas un nouveau médicament. Et on a le développement d'antagonistes partiels D2 avec un produit qui s'appelle l'aripiprazole, l'Abilify, qui est un produit très sûr dans l'ensemble. Donc, vous devriez être content, c'est un patient qui a juste de l'Abilify actuellement. Donc, nouveau psychotrope, tout est relatif puisque finalement, au niveau des mécanismes d'action et des effets secondaires, on n'a pas inventé grand-chose. Alors, je voudrais juste passer un truc. Ah, non, ouais, bon. Ah oui, ok. Avant de continuer, je voulais juste te dire qu'effectivement, comme on n'est pas dans le même monde, il y a peut-être des acronymes que je vais utiliser, parfois en anglais, parfois en français, donc n'hésitez pas à me poser la question s'il y a un acronyme qui vous pose problème, que vous ne comprenez pas. Et puis, bon, on n'est pas très nombreux, il y a peut-être moyen d'avoir une interaction. Enfin, il y a un temps normalement prévu pour ça. Donc ça, c'était juste pour vous dire que s'il y a quelque chose qui vous paraît, qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Au niveau psychotrope, donc au niveau des mécanismes d'action, effectivement, on en reste toujours, grosso modo, à l'inhibition du recaptage des neuroamines, la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, qui ne sont pas nouveaux avec les tricycliques. Et puis, bon, il y a des produits un petit peu plus, comment dire, un peu plus récents, sont apparus avec les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine, et puis il y a les inhibiteurs du recaptage de la noradrénaline et de la sérotonine, et puis il y a encore un autre inhibiteur du recaptage qui recapte uniquement la noradrénaline et ou la dopamine. Mais grosso modo, les implications pour vous sont assez superposables entre tous ces produits.
au niveau de l'anesthésie. Les antipsychotiques, ben, on n'a pas encore trouvé d'antipsychotiques qui ne fonctionnent pas avec un autre mécanisme que le blocage des deux, le blocage dopaminergique, même si on l'a essayé de le peaufiner pour éviter les effets secondaires extrapyramidaux. On peut quand même se poser la question de savoir si c'était vraiment si incontournable que ça, puisque pendant des années, la culture psychiatrique pensait que pour avoir un effet antipsychotique, on devait avoir des effets secondaires extrapyramidaux. Or, en fait, si vous bloquez vos récepteurs D2, plus vous augmentez la dose, vous allez d'abord bloquer les récepteurs D2 à une activité antipsychotique, et puis si vous voulez bloquer encore un peu plus, vous allez avoir des effets secondaires extrapyramidaux. Donc de fait, pendant des années, il y a eu une espèce de ignorance, incompétence des psychiatres qui ont surdosé les patients avec des antipsychotiques et toutes les images qu'on a pu avoir caricaturales de l'effet zombie et qui ont probablement contribué au mouvement antipsychiatrique. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu entendu parler de ces mouvements et qui existent toujours. Hein. La plupart des congrès internationaux, vous avez quelques personnes, quelques dizaines de personnes à chaque congrès qui manifestent en disant non à la psychiatrie, non aux électrochocs, etc. Et on leur a donné raison, quelque part. Hein. Je pense qu'il ne faut pas dire que c'est juste des allumés qui ne veulent parler que de phytothérapie. Je pense qu'on leur a donné des raisons. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, il y a un jeu qui est très intéressant, je trouve, en tant que psychiatre, c'est ce que j'appelle la dézombification, c'est-à-dire récupérer un patient qui a été traité par quelqu'un d'autre, qui est un peu trop légumisé et que vous arrivez un petit peu à réveiller en adaptant le traitement. Alors, il y a aussi les mécanismes GABA, c'est les bases de diazépine, certains antiépileptiques, etc., qui sont impliqués et qui ont, un certain intérêt par rapport à vos patients qui bénéficient de produits qui vont activer la GABA et qui risquent de présenter des complications post-opératoires. Alors, au niveau de tolérance, les problèmes de tolérance qu'on a, c'est essentiellement lié au blocage muscarénique central et périphérique, au blocage antihistaminique, au blocage sérotoninergique et au blocage alpha-1, alpha-2. Donc, puisque le fait que vous ayez des gens qui aient ces types de produits, s'ils sont poursuivis, vous pouvez avoir effectivement une potentialisation de problèmes liés à vos anesthésiques. Si vous les arrêtez, vous pouvez avoir des phénomènes de rebond, puisque vous savez, comme moi, que le cerveau est un organisme qui essaye quand même de s'adapter à ce qu'on lui propose, et que si vous bloquez une activité d'un neurotransmetteur, le cerveau va avoir tendance à développer une certaine hyper-sensibilité ou une hyper-réactivité. Donc si vous diminuez de manière trop abrupte un produit qui va bloquer un neurotransmetteur, vous allez libérer une hyperactivité qui a été induite par ce blocage prolongé. Donc c'est à la base d'un certain nombre de phénomènes de sevrage, des rebonds cholinergiques, des rebonds dopaminergiques, des rebonds histaminiques, des rebonds sérotoninergiques qui se manifestent cliniquement, on le verra un petit peu plus loin. Donc, c'est pour revenir ici. Alors ça, c'est juste une illustration pour dire que moi, j'avais vraiment l'impression que d'abord, j'allais vous parler d'un métier que je ne connais pas, qui est le vôtre. Je ne connais pas vos produits, ou si peu, et que finalement, en voyant la littérature, je vois rien de très nouveau, donc j'ai désespérément essayé de trouver une porte à ouvrir qui pourrait vous apporter des informations que j'estimais nouvelles, mais non, je pense que je ne vais qu'enfoncer des portes ouvertes, d'où cette image ici. Alors, ah non, je vais dans le mauvais sens. Ok. Alors ça, c'est plus globalement, quand vous avez un patient psychiatrique
qui présentent une certaine forme de chronicité, ou qui présentent, que ce soit dépressive, ou qui présentent une bipolarité, ou qui présentent une schizophrénie, vous prenez l'âge calendrier du patient, vous lui rajoutez 10, 15, 20 ans, l'expérience de vie de ces patients, et leur état général est généralement beaucoup plus important que leur âge calendrier. C'est la même chose pour les patients qui ont des problèmes d'abus de substances, hein, les SUD, Substance Use Disorders, pour un terme générique, que ce soit les benzodiazépines, l'alcool, et évidemment les opiacés, etc. Alors, comme vous savez on considère qu'à peu près 40 à 50% des patients qui ont des troubles mentaux sévères de type psychose, bipolarité, dépression ont en plus des abus de substances, effectivement, vous avez quand même souvent des patients assez déglingués. Et je vous avouerai que moi, j'ai redécouvert la psychiatrie de liaison depuis 3 ans, parce qu'avant ça, j'ai travaillé essentiellement en service de psychiatrie, où finalement, on avait des patients psychiatriques, mais qui étaient encore assez bien physiquement pour se retrouver dans un service de psychiatrie. Donc j'avais beaucoup de jeunes patients psychotiques qui étaient en relativement bonne santé, enfin ils étaient jeunes. Et puis, je vieillis, puis parfois je vois quelqu'un en liaison, je vois l'année de naissance. Je dis, putain, il est plus jeune que moi, quoi. C'est hallucinant. Je vois un vieillard en face de moi, fumeur, alcoolique, diabétique, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc effectivement, ce sont des populations fragiles. Et parce qu'ils ont beaucoup plus un facteur de risque relatif de toute une série de facteurs de... Je me rapproche peut-être trop du micro. De risque, hein, que ce soit comment on fait ici? Voilà, le tabac, la sédentarité, les dyslipidémies, enfin tout ce qui est facteur métabolique, obésité, hypertension, vous avez un risque relatif par rapport à la population générale qui est beaucoup plus important. D'une part, de par la pathologie, d'autre part, éventuellement, de par ce qu'on va assister avec les nouveaux antipsychotiques, qui est à une épidémie métabolique, puisque c'est effectivement une grosse bouteille à encre actuellement, c'est que les nouveaux antipsychotiques sont censés être mieux que les anciens, mais posent beaucoup plus de problèmes iatrogènes en termes de tout ce qui est troubles métaboliques que les anciens antipsychotiques. Alors, le risque de décès par maladie cardiovasculaire est augmenté d'un facteur 1,5 par la population générale. Et donc ça, c'est une deuxième fois la même information. Voilà. Autre chose qui sort un tout petit peu du cadre spécifique des nouveaux psychotropes, c'est tout ce qui est troubles cognitifs post-opératoires. Donc moi, je fais de la psychiatrie de liaison, donc régulièrement quand même, j'arrive dans un service de médecine interne qui est en train de maudire l'équipe chirurgico-anesthésiste qui a opéré un patient et qui se retrouve, alors je ne dis pas qu'ils ont mal fait d'opérer, mais enfin qui se retrouve avec un patient qui est rentré à peu près sur ses 2 jambes en conduisant son véhicule, qui était assez pléthorique, et puis qui se retrouve dans un état tout à fait catastrophique. On ne sait pas très bien ce qui se passe, ce qui est dû, à quoi, à l'anesthésie, au choc opératoire. De toute façon, ce sont des patients précaires, et alors effectivement, on n'en sort pas trop. Tout ça pour dire qu'effectivement, lorsqu'un patient, a fortiori vulnérable, c'est-à-dire éventuellement âgé, ayant des antécédents cardiovasculaires, cérébraux, éventuellement pulmonaires, et étant subi à une intervention, ayant subi ou bénéficié, on dit toujours subi, mais c'est bénéficier d'une intervention relativement importante, est à risque de troubles cognitifs, et qu'un certain nombre de tableaux qui peuvent aller jusqu'à la démence peuvent se révéler. Moi, j'ai un exemple tout à fait clair dans ma famille. Mon père est décédé à 73 ans d'un trouble démentiel. Il avait un trouble démentiel relativement léger, mais il avait un cœur comme une chaussette. Mais finalement, les troubles cognitifs sont vraiment apparus
après une intervention pour un pacemaker, qui est quand même une intervention relativement légère. Il a eu fait un premier épisode confusionnel, et puis effectivement, suite à ça, on a vraiment remarqué qu'il entrait dans une phase pas dense, trouble cognitif, qu'il aurait probablement développé sans intervention. Mais ça peut être un révélateur. Donc c'est quand même souvent utile, et c'est en ça que je viens, et c'est marqué d'ailleurs ici, je pense. Où est-ce qu'ils mettent? Non, non, c'est plus. Il me semblait que c'était marqué ici. Enfin, moi, je suis un homme de dossier. Hein. On dit toujours, vous connaissez tous la blague. Comment est-ce on peut en parler, les chirurgiens ne sont pas là. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un chirurgien ne trouve pas un billet de 500 euros? On le met dans le dossier du patient. Avec les dossiers électroniques, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'effectivement, la documentation, dès qu'il y a un soupçon de facteur de risque, ou même quand il n'y en a pas, la documentation de l'état préopératoire, plus ou moins psychiatrique et cognitif d'un patient, est quand même assez important pour les gens qui vont prendre le relais. Cela étant dit, on peut toujours téléphoner au médecin traitant, interviewer la famille, etc. Tout le problème dans le travail en série multidisciplinaire, c'est que comme tout le monde peut le faire, parfois personne ne le fait. À un moment, ça doit être fait, quoi. Donc moi, un de mes boulots régulièrement, c'est de téléphoner au médecin traitant en disant j'ai un gars là, il est complètement à l'ouest, comment il était avant de rentrer à l'hôpital. Ok, donc essayer de documenter ça, ça peut faciliter les choses. Et en cas d'indice cognitif, quand même être assez vigilant. Maintenant, dans quelle mesure on peut prévenir les choses, c'est peut-être relatif, mais être assez vigilant à cela. J'ai une belle histoire récemment, où une belle histoire, non, une histoire catastrophique. Une dame qui, dans le cas d'une mise au point de dégradation de relatif d'état général de troubles cognitifs en gériatrie, on lui découvre un carcinome à petites cellules, donc pronostic de survie quand même relatif. Une dame qui était pas très âgée, 72 ans. On lui fait une première cure de chimiothérapie. Elle sort de sa cure de chimio, mais complètement à l'ouest, agitée, tout ce qu'on veut. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe, elle se fracture le col du fémur. Et on l'a opérée, mais enfin, on sait très bien qu'elle n'a plus que pour quelques mois à vivre. Donc tout ça est assez... c'est des situations difficiles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas opérer, qu'il ne faut pas les traiter, mais on voit l'enchaînement des difficultés chez ces patients vulnérables qui peut être tout à fait catastrophique. Alors, ici, c'est juste pour vous montrer les quelques références que j'ai trouvées. Comme je suis un peu radin, j'étais sur le net et j'ai pris tout ce qui était gratuit, sans aller dans les trucs piratés. Et donc ici, ceci souligne le fait que ce serait bien que les anesthésistes soient attentifs aux troubles psy. Donc ça renforce le sujet. Ça vient du Canada, région Winnipeg, qui ont proposé des espèces de guidelines qui sont assez généraux. Ça ne concerne pas que la psychiatrie, sur qu'est-ce qu'on fait, stop ou encore, on en parlera. Ça vient de l'Ohio State University. Ça vient du Greater Baltimore Medical Center. On pourrait peut-être faire notre truc aussi au GHDC, et publier. Et ici, je vais le développer un tout petit peu. Donc, c'est un article du British Journal of Anesthesia. Le British Journal of Psychiatry, c'est une grande référence. Donc, j'espère que le British Journal of Anesthesia est aussi une bonne référence. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Que la plupart des produits psychoactifs peuvent causer des interactions avec les produits utilisés en anesthésie. Je pense que je ne vous apprends rien, et lui non plus. Que le risque de l'arrêt, c'est tout ce qui est symptôme de sevrage ou de discontinuation, et éventuellement la récidive de la maladie psychiatrique. Donc, stop ou encore, point d'interrogation. Que les patients, si on arrête le traitement, il faut anticiper la reprise du traitement, ce qui pourrait idéalement passer par une concertation multidisciplinaire, ce qui prend du temps, et on sait très bien que le temps, on en a
pas beaucoup et de moins en moins. Pourtant, je pense que c'est un instrument diagnostique et thérapeutique fondamental, mais surtout les psychiatres, parce qu'on cause beaucoup, hein, les psychiatres. On fait que ça d'ailleurs pour certains. Et éventuellement, ils parlent de l'intérêt d'une concertation. Alors ça, c'était vous parler de la disponibilité psychiatrique, pour savoir un petit peu comment ça se passe dans la région de Charleroi pour l'instant. Vous téléphonez dans un hôpital pour avoir une consultation en psychiatrie, et vous avez rendez-vous chez un psychiatre senior dans 6 mois. Et donc vous avez vu le patient qui a attendu 6 mois, enfin la plupart du temps il n'arrive pas jusque-là d'ailleurs. Donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue, parce qu'ils n'ont pas prévenu non plus qu'il n'allait pas venir, donc on bloque une plage pour rien. C'est quand même des plages de 45 minutes. Moi, je refuse. Hein, j'ai quitté mon institution précédente parce qu'il y avait une pression, entre autres avec ça, il y avait une pression à ce que je fasse des consultations en 20 minutes. Moi, je dis, je ne peux pas faire de la psychiatrie en 20 minutes. Je sais bien que ce n'est pas rentable pour un hôpital, mais je ne fais pas de la médecine vétérinaire et je ne fais pas de l'ORL ou de l'ophtalmo où on peut éventuellement s'occuper juste d'une oreille. Il faut rencontrer un patient dans sa globalité, dans sa complexité. Alors, pour la petite histoire, ça me fait assez rire quand j'entends Madame de Bloch qui insiste sur la remise au travail des invalides de longue durée. Il y a une bonne partie qui sont des dépressifs ou des troubles psychiatriques, mais il faudrait quand même qu'il y ait peut-être des équipes de soins qui soient disponibles pour les aider à se remettre au travail. Et là, on n'a pas du tout les outils. Bref, les services d'urgence psychiatrique sont débordés et réclament un cessez-le-fou. Vous connaissez tous Geluc, et moi, c'est un de mes petits trucs. Alors oui, il y a peu finalement, de guidelines qui sont vraiment evidence-based. Hein. Donc les guidelines, les recommandations qui existent, c'est soit des recommandations un peu théoriques sur une série par rapport à des mécanismes, je veux dire, psychopharmacodynamiques, entre guillemets, ou pharmacocinétiques, soit sur des case reports, mais des études, il n'y en a pas vraiment. Résultat des courses, toujours Geluc. Je l'adore, celle-là. Je l'adore. Cela étant dit, c'est intéressant, parce que ce sera un peu triste d'avoir un métier où on fait juste des recettes de cuisine et A plus B égale C, la complexité. De notre pratique, j'entends en anesthésie, c'est un peu plus cadré, peut-être, mais en tout cas en psychiatrie, la complexité, effectivement, des situations qu'on rencontre est difficilement retranscriptible dans des guidelines. Ça ne veut pas dire aussi qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, comme on le sent, et en fonction de l'air de l'humeur du matin. Donc vous, en tant qu'anesthésiste, vous devez, en principe, dans une mesure du possible, tenir compte du statut psychique, voire cognitif, et du traitement psychotrope. C'est le sujet d'aujourd'hui, par rapport au traitement psychotrope. Mais il y a aussi le statut somatique et le traitement somatique. Alors vous avez des catégories ASA, j'ai découvert ça. Vous connaissez ça, je pense, mieux que moi. Et vous avez une intervention qui est prévue, qui peut être à haut risque, à moyen risque, à faible risque, cardiovasculaire, hémorragique. Enfin, c'est vous qui connaissez tout ça. Et occasionnellement, vous faites peut-être aussi de l'électroconvulsivothérapie. Alors moi, j'en dirai pas grand-chose, si ce n'est que j'insiste sur le fait que en électroconvulsivothérapie, donc les critères de résistance, c'est le nombre de séances, mais c'est aussi la durée cumulée des phases tonico-cloniques. Et donc, si vous voulez éviter de vous emmerder à faire 15 séances plutôt que 10, parce que c'est long, j'entendais 45 minutes, et c'est pas rémunéré, donc c'est tout à fait, pour le gestionnaire, une activité peu intéressante. C'est que si vous hyperventilez votre patient au ballon dès qu'il a commencé sa phase, en tout cas terminé sa phase tonique, parce qu'il faut peut-être retirer quand même ce qui protège ses dents, vous allez effectivement normalement augmenter la durée de la convulsion et donc donner des chances aux patients de répondre plus rapidement et de vaquer peut-être vous à des occupations peut-être plus intéressantes. Je ne sais pas si c'est pas intéressant, mais bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent négligé. Hein, on parle beaucoup de médicaments, mais on oublie parfois qu'il y a des gestes simples qui sont importants. Donc,
Voilà, il y a un spécialiste anesthésique d'électrochoc ici qui nous dira peut-être s'il pense que c'est pertinent d'hyperventiler. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris, hein. Dans le même hôpital, il y a 30 ans, c'est ce qu'on m'a appris. Enfin, non, il n'y a pas 30 ans. Bientôt 30 ans. Euh, et donc, l'acte opératoire. Ok, donc stop ou encore. Ben, si vous stoppez le traitement psychotrope, ben, clairement, vous allez diminuer le risque d'interaction pharmacocinétique, pharmacodynamique avec vos produits anesthésiants. Donc vous dites c'est plus sûr. Vous diminuez aussi les effets secondaires des psychotropes, indépendamment de l'aspect interaction. Bah, c'est éventuellement faisable si la durée de vie est courte. Mais bon, il y a des produits chez qui la durée de vie n'est pas courte. On en parlera après. Le risque, c'est de déstabiliser la situation psychiatrique. C'est de donner des syndromes de discontinuation. Hein, donc vous avez, quand vous arrêtez un antidépresseur sérotonergique ou un tricyclique, vous pouvez avoir une situation d'instabilité et d'inconfort pendant 1 ou 2 semaines et qui n'est pas nécessairement psychique, qui est plutôt physiologique. Comment dire, vous avez, vous libérez un blocage dopaminergique, vous libérez un blocage cholinergique, vous libérez un blocage sérotoninergique, etc. Vous avez toute une série de symptômes qu'on pourra éventuellement préciser plus tard. Et vous avez aussi des syndromes de sevrage. Hein. Vous avez quelqu'un qui a une bonne dose de benzodiazépine. Si vous lui arrêtez, ça va être compliqué. Pour lui, il va être instable. Et ça pose surtout problème parce que je pense que probablement vous ne le faites pas. Mais ce qui pose problème, c'est toutes les consommations cachées et qui sont quand même assez fréquentes. Alors pourquoi encore? Parce que finalement, la plupart des interactions peuvent quand même être anticipées à partir du moment où on a une idée précise de ce que le patient prend et aussi depuis quand, parce que c'est quelqu'un qui prend des benzodiazépines depuis 1 semaine ou depuis 6 mois, il n'a pas tout à fait la même physiologie, même s'il a la même dose en fonction de la durée. Et c'est aussi en fonction de la durée de vie du produit. La phénelzine, on en parlera, vous devez arrêter le traitement 2 à 4 semaines selon les recommandations. C'est un blocage des MAO qui est irréversible, mais enfin c'est un produit qui n'est quasiment plus prescrit. J'en parlerai. Alors les neuroleptiques sous forme dépôt, traditionnellement c'était mensuel, puis il y a eu, dans les nouvelles générations, il y a eu d'abord le Risperdal Consta qui était en bimensuel, et puis le Xeplion et d'autres qui sont arrivés en mensuel, et maintenant on a un Trevicta qui est en trimestriel. Donc là, effectivement, si vous voulez arrêter un Trevicta, vous devez attendre quelques mois, parce que après un trimestre, il y a encore du Trevicta dans l'organisme, hein, si vous voulez vraiment qu'il n'en ait plus. Donc, on verra que, effectivement, la tendance, au fur et à mesure des années, les recommandations vont plutôt dans le sens de on poursuit que dans le sens de on arrête. Alors, les thymorégulateurs, vous connaissez, je pense, tous le lithium, qui reste un bon vieux produit, un peu problématique éventuellement sur le long terme, malgré tout dans l'utilisation pour le patient, puisqu'elle peut donner notamment des insuffisances rénales assez rares, en tout cas certainement des polydipsies dues à l'effet anti-ADH. Si vous avez un patient qui va éventuellement se déshydrater plus vite qu'un autre en post-opératoire. Il y a un certain nombre de produits qui vont avoir tendance à augmenter le taux de lithium. Peut-être que ce sont des patients qui auront besoin de moins d'anesthésique. Par contre, si vous l'arrêtez, il n'y a pas vraiment d'effet de discontinuation ni de sevrage immédiat. Carbamazépine, qui est aussi régulièrement utilisé comme régulateur de l'humeur, c'est un inducteur du cytochrome P450, donc ça peut éventuellement diminuer l'effet de certains de vos anesthésiques. Et l'acide valproïque est réputé pour donner, moi je vois régulièrement d'hypoplaquétose quantitative sur les biologies, mais en plus de ça, il y aurait aussi des éventuelles dysfonctions plaquettaires. Donc on parlait des A... Enfin, Madame Pearson nous parlait d'un produit dont j'ai déjà oublié l'acronyme, les nouveaux anticoagulants, c'est ça. Et par rapport à tout ce type de produits, par rapport aux AINS, par rapport éventuellement à l'aspirine, etc., ou la warfarine, ça pourrait poser problème.
et on verra. Alors vous avez aussi la lamotrigine, pour lequel j'ai trouvé aucune information par rapport au fait que, par rapport à une anesthésie, ça pourrait ou pas poser problème. La lamotrigine qui est relativement récemment euh, en autorisation de mise sur le marché pour la prévention de la dépression en bipolarité, qui est généralement un excellent produit bien supporté et qui marche très bien en dépression résistante. Donc moi j'ai énormément de bipolaires dans ma... Parce que comme il y a un remboursement conditionné, j'ai énormément de patients dépressifs qui deviennent tout d'un coup des bipolaires de type 2, parce que c'est de façon indémontrable de dire qu'ils le sont ou qu'ils ne le sont pas, et ça marche très bien en dépression résistante. Du coup, vous avez plein de patients qui pensent qu'ils sont bipolaires alors qu'on leur a jamais dit qu'ils sont bipolaires, que je leur explique bien qu'ils ne sont pas bipolaires et que je fais un faux mais que c'est pas grave. Mais ils reviennent quand même en disant oh, mon mari m'a traité de bipolaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux. Mais voilà. Il faut savoir que la nomenclature en psychiatrie est quelque chose qui est une bouteille à encre aussi phénoménale et qu'elle est tout à fait susceptible d'être tout à fait transformée pour les générations de psychiatres qui arrivent. Donc actuellement, je vous ai dit que la tendance de plus en plus, c'est... Non, c'est pas celui-là. On va, en fonction des années, hein, c'est classé par ordre chronologique, de plus en plus la tendance est de poursuivre. Ok. Alors, la phénelzine IMAO irréversible, qui reste sur le marché, qui n'est pas remboursée, qui est, à mon avis, très peu utilisée actuellement. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un régime qui a parfois été élargi de manière tout à fait disproportionnée par rapport aux réalités, puisqu'en fait, vous devez avoir un régime pauvre en tyramine. Du coup, tout s'est mis à contenir la tyramine, et dès que vous aviez quelqu'un sous phénelzine qui faisait une hypertension ou un truc genre, on disait que c'était une interaction liée avec son IMAO. On pouvait prendre un IMAO et faire de l'hypertension sans nécessairement avoir une interaction. Donc c'est aussi un produit qui pouvait donner des hypotensions orthostatiques canon, qui pouvait donner des fringales, des prises de poids, qui était recommandé en dépression résistante et aussi dans un concept qui a relativement disparu, qui est la dépression atypique. C'est-à-dire que vous aviez, au lieu d'avoir de l'insomnie, c'était de l'hypersomnie, au lieu d'avoir une inappétence, c'était de l'hyperphagie, et c'était pas vraiment une tristesse de l'humeur, mais plutôt une hypersensibilité, et effectivement, ce qu'on appelle une anédonie d'anticipation. Mais bon, je ne vais pas vous bassiner plus longtemps avec ça, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'endort ici, donc je vais un petit peu essayer de remettre du rythme. Alors, sympathomimétique indirect, non, dès que vous avez effectivement un IMAO, un tricyclique ou un sérotoninergique. Alors, je ne sais pas si vous utilisez des sympathomimétiques indirects, j'espère, parce que je le trouve... moi, je l'ai trouvé dans des revues, hein, mais peut-être que je vous parle de trucs qui n'existent plus pour vous. Enfin, même dans des documents de 2017, ça existe toujours. Les directs peuvent être utilisés. Et alors, il y a toute une série de mises en garde par rapport à l'utilisation des antalgiques majeurs, où ils disent qu'il pourrait y avoir des syndromes sérotoninergiques ou éventuellement une dépression du système nerveux central, que ce soit avec les IMAO, les tricycliques et les SSRI. C'est quelque chose qui revient dans les articles que j'ai trouvés. De nouveau, ce sont des case reports, ce n'est pas des études, et ça a l'air d'être relativement anecdotique, donc il faut peut-être être prudent. Et donc l'IMAO, il fallait l'arrêter 2 à 4 semaines. Il y avait un produit qui était un IMAO réversible, qui posait beaucoup moins de soucis, mais qui n'est plus commercialisé depuis 2015, parce qu'il n'a pas eu de succès. Pour le peu que j'ai utilisé, je trouvais que ça ne fonctionnait pas trop. Donc voilà, les tricycliques, vous aurez encore des patients sous tricycliques, mais la plupart du temps, maintenant, ce sont des patients qui ont des petites doses de Redomex ou d'imipramine qui sont suivis à la clinique de la douleur. Des gens qui sont vraiment traités par des doses antidépressives assez importantes, c'est assez rare, puisque, par exemple, le Redomex, on l'utilise souvent en douleur, il donne 25, voire 50, 75. En dépression majeure, en principe, on est plutôt à 150 mg. Là, si vous les arrêtez, vous risquez un rebond cholinergique. Si vous les poursuivez, vous risquez une potentialisation anticholinergique. Et alors, le problème avec ces produits-là, c'était surtout peut-être l'aspect QRS
prolongation de QT. Et moi, quand j'ai fait ma formation en psychiatrie, et je pense que c'est probablement toujours vrai, le discours et les études tendaient à dire que pour une personne âgée avec une dépression résistante, il valait mieux lui faire des électrochocs, que c'était moins dangereux et moins toxique que de lui donner des tricycliques. Donc c'est une indication de choix. Et actuellement en dépression résistante, les tricycliques restent aussi une option, mais qui n'est pas trop utilisée, de même que les SCT. Alors ça, c'est un tableau que vous pouvez retrouver ici. Manifestement, c'est bien de Nouvelle-Zélande, mais je n'ai pas cherché plus, qui propose toute une série d'interactions entre tricycliques et autres produits. Alors ici, bon, on a parlé des anticoagulants avec la warfarine, mais les tricycliques, de même que les SSRI d'ailleurs, pourraient interférer sur la coagulation en association avec la warfarine. Donc je ne vais pas tout vous passer. Le tramadol, ça revient souvent aussi. Peut-être syndrome sérotonergique, allez, épilepsie. Je ne sais pas si vous utilisez régulièrement du tramadol, mais... Oui, non. Pour les SSRI, c'est la même chose, grosso modo. Au niveau des interactions pharmacodynamiques, la fluoxétine, la fluvoxamine, ça c'est vraiment deux produits avec lesquels il faut être vigilant parce que vous pouvez avoir des interactions importantes. Par exemple, si vous avez un patient qui est sous clozapine et fluvoxamine, son taux de clozapine va être augmenté d'un facteur 2 à 4, ses taux plasmatiques. Donc vous pouvez vous dire, bon, il y a une petite dose de clozapine, je ne m'énerve pas, mais effectivement, en pratique, il peut avoir des taux très élevés. Clozapine est quelque chose qui se dose, je vous dirai quoi plus tard. Et inhibition de l'agrégation plaquettaire, en tout cas, et qui serait aussi présent avec les autres inhibiteurs du recaptage, la sérotonine, la noradrénaline, ça c'est mentionné. Syndrome de discontinuation, et donc avec peut-être le tramadol ou d'autres, vous pourrez avoir soit des dépressions importantes du système nerveux central, soit un syndrome sérotoninergique. Donc, syndrome sérotoninergique, c'est effectivement essentiellement l'hyperthermie, un état confusionnel, des symptômes neurologiques. Et ça, c'est effectivement un tableau qui reprend toute une série d'interactions médicamenteuses possibles entre les sérotoninergiques et différents produits. Alcool, benzodiazépine, on a la warfarine, fluoxétine, mais aussi fluvoxamine et paroxétine augmentent certains taux neuroleptiques. Parce que ça, c'est des associations assez fréquentes, quand même, les patients qui sont à la fois sous antipsychotiques et sous antidépresseurs. D'autant plus qu'actuellement, les firmes pharmaceutiques nous vendent les antipsychotiques comme étant des régulateurs de l'humeur. Et donc, il y a toute une série de patients bipolaires qui n'ont plus de régulateurs de l'humeur dans le sens de lithium, les régulateurs de l'humeur classiques, lithium, acide valproïque, carbamazépine. Donc voilà, je vous passe cette dia-là. Si vous le souhaitez, en tout cas, je vais un peu le compléter parce qu'il manque l'une ou l'autre information et je le transférerai à la société si jamais vous êtes intéressé à avoir quelques références. Donc, en périopératoire, de nouveau, que ce soit pour IMAO, TCA, ISRS, la plupart des guidelines vont dans le sens de poursuivre. Voilà. Il y en a qui ne sont pas mentionnés parce que c'est des produits plus récents, comme la duloxétine, la venlafaxine, le bupropion. Alors, si vous voulez arrêter de fumer, je vous conseille de prendre non pas du Zyban qui n'est pas remboursé, mais du Wellbutrin qui est remboursé, tant qu'à faire. Petit détail, s'il y a des fumeurs parmi vous. Et alors, on va parler des antipsychotiques qui nous viennent effectivement notamment de M. Laborit, qui était un chirurgien, qui était aussi éthologue et qui s'intéressait aux neurosciences, une grande figure de la médecine à la française, et qui, en fait, au départ, cherchait plutôt des antihistaminiques et des anesthésiques, et a trouvé que la chlorpromazine renforçait l'effet anesthésique, et en plus que les patients étaient bien calmes avec ça. Il s'est dit, tiens, j'ai des copains psychiatres, là on va se parler un peu, on va essayer. Et alors il faut savoir que la chlorpromazine
Bon, il y a certains d'entre vous qui sont peut-être relativement jeunes, qui n'imaginent pas ça, mais l'autorisation de mise sur le marché, la chlorpromazine, s'est fait sans aucune étude clinique. Hein, les études cliniques qui ont validé la chlorpromazine sont venues après l'autorisation de mise sur le marché. Les temps changent entre 1950 et maintenant. Il y a aussi l'effet Softenon, enfin il y a eu toute une série de choses. Je pense qu'actuellement, avec les GCP, on n'est plus dans le même registre, qui pose d'ailleurs énormément de problèmes, c'est un autre sujet, en psychiatrie. Le temps passe. Alors, pour dire que les antipsychotiques, ben, si vous aviez des actions, de l'argent à mettre, c'était intéressant. Un département de la justice aux USA de 22 millions de dollars, en budget des antipsychotiques aux USA en 2008, 17 millions de dollars, donc ça donne une idée. Et effectivement, 3 antipsychotiques dans le top 20 en 2010. Abilify est devenu numéro 1 en 2012. Il a tenu le pavé pendant 3 années, il était sur le podium. Et donc, c'est peut-être devenu le nouveau Mother's Little Helpers, qui est une chanson des Rolling Stones, entre autres, et qui est en fait le surnom du Valium, à une époque où on proposait aux ménagères de prendre, qui déprimaient à garder les gosses aux États-Unis et qui avaient des petits soucis, de prendre ça parce que c'était la pilule du bonheur. Donc il y a aussi donc, toute une discussion à ce sujet. Alors qu'est-ce qu'ils font de nouveau les nouveaux antipsychotiques? Eh bien, la plupart du temps, ce sont des SDA, c'est-à-dire qu'ils bloquent la sérotonine, le 5-HT2 présynaptique, et donc de manière différenciée, dans différentes zones du cerveau, ça modulerait le blocage dopaminergique et ça limiterait, je mets ça au conditionnel, les effets secondaires et ça aurait aussi des effets thérapeutiques. Maintenant, plus vous augmentez le dosage d'un produit comme la risperidone, qui est le premier à avoir été commercialisé, qui est un bon produit, mais vous perdez ce caractère atypique. Et un des gros problèmes, c'est que finalement, on nous vend des produits qui coûtent cher, etc. Mais comme on est sur dose la plupart du temps, ils perdent de cette spécificité. Et vous avez des produits qui sont très purs, hein. Le péridol, un peu de blocage, je crois que c'est alpha, un peu de blocage D2. Puis vous avez le SDA, il bloque que ça. La risperidone, bah, ça bloque quelques trucs. Et alors là, l'olanzapine, n'en parlons pas. Et la clozapine, ça c'est le mystère parce qu'effectivement, c'est le traitement de référence en schizophrénie résistante. Donc c'est un produit qui vient aussi de la recherche sur la douleur, commercialisé dans les années 70. On se dit, ouais, super, ça marche bien. Puis on s'est dit, bof, il y a quand même quelques décès avec des agranulocytoses. Donc ça a été supprimé du marché, sauf en Suisse et dans des pays nordiques. Puis depuis les années 90, ça a été recommercialisé, moyennant des monitorings hématologiques hebdomadaires pendant 5 mois, et puis mensuels, etc., pour limiter ce risque de décès par agranulocytose. Et donc, vous avez donc des produits qui vont bloquer les D2, les 5-HT1A et 2A, les H1, les M1, les alpha-1, il n'y a rien de nouveau, mais à des degrés divers, parce que vous avez des produits qui sont... Ah ouais, ça c'est ce que ça donne effectivement ici, si vous arrêtez le produit, et ce que ça donne effectivement comme effet. Donc je vais passer relativement rapidement. Un diagnostic différentiel, effectivement, qui prévaut dans la littérature, c'est syndrome neuroleptique malin versus hyperthermie maligne. Alors, je ne sais pas, l'hyperthermie maligne, ce que ça évoque pour vous comme concept. Le syndrome neuroleptique malin, c'est normalement un état qui se manifeste par une dysautonomie, un état confusionnel, une température, qui peut aller jusqu'au décès et qui normalement est lié à l'adaptation du dose d'un traitement antipsychotique. Alors moi je dis toujours, c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles il faut faire des titrations progressives et pas des doses de charge d'antipsychotiques. Mais il y a encore énormément de mes confrères qui préfèrent charger les gens, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et alors il y a les hautes doses et la polythérapie antipsychotique qui prévaut largement. Alors c'est assez simple, si vous voyez un patient... et ça, je vais rajouter, c'est les doses standards recommandées. Vous pouvez vous dire, parce que ces molécules, vous ne connaissez pas. Mais si un patient qui a 2 pines en même temps, une kétiapine ou l'olanzapine, donc c'est un truc mémotechnique assez intéressant, hein, 2 pines
ensemble, ça ne fonctionne pas. C'est pas du tout homophobe comme réflexion. Comment dire là, vous avez un risque de surdosage, parce que qui dit polythérapie antipsychotique dit la plupart du temps surdosage. Par contre, vous avez une aune, une risperidone avec une PIN, ça fonctionne. Ou un amisulpride, etc. Donc, oui, bon, ça vient d'un autre exposé. Et donc, c'était effectivement deux choses. Et alors, ouais, pour vous dire que les nouveaux produits sont quand même fort différents. Donc ça, c'est alloperidol, c'est un vieux produit. Chlorpromazine, c'est vraiment les prototypes des anciens produits. Donc plus augmenter la dose. Donc ça, c'est les cailles relatifs par rapport à la dopamine. Donc si on considère que le blocage de dopamine est mis à 1 pour chaque produit, l'alloperidol, augmenter la dose, est d'abord bloquer la dopamine, et puis en même temps bloquer la dopamine, puis vous passez à un blocage plutôt alpha 1, et puis il faut vraiment augmenter très fort pour avoir par exemple un effet anticholinergique. Par contre, si vous prenez la clozapine, vous allez bloquer très rapidement vos récepteurs histaminiques, vos récepteurs adrénergiques, etc., et beaucoup plus tard, vos récepteurs dopaminergiques. La clozapine et la quétiapine sont d'ailleurs deux individus à part pour les psychiatres, puisque c'est les seuls produits qui auraient une activité antipsychotique sans bloquer les récepteurs dopaminergiques à un taux susceptible... Enfin, non, c'est deux produits antipsychotiques, vous avez beau les augmenter, vous n'allez jamais bloquer les récepteurs dopaminergiques à un taux susceptible de produire des effets secondaires extrapyramidaux. Donc ça peut vous aider, et ça c'est la fenêtre thérapeutique pour les effets secondaires extrapyramidaux. Vous voyez que l'alloperidol, c'était les doses recommandées actuellement, c'est de l'ordre de 5 à 6 mg en moyenne. Il faut savoir que la plupart des études cliniques avec les nouveaux antipsychotiques ont été faites avec des doses moyennes largement au-delà de 10 mg, donc ça a pas mal faussé les données de tolérance, etc. Par contre, le olanzapine, vous pouvez passer de 20 à 40 mg, vous avez une grosse marge pour la fenêtre thérapeutique. Et alors, quelque chose qui est aussi assez fréquent, vous allez régulièrement voir des patients avec des anticholinergiques. Il faut croire que beaucoup de psychiatres ont arrêté leur formation continue avant les années 90, parce que depuis les années 90, vous ne trouverez aucun article qui dit qu'il faut utiliser les anticholinergiques au-delà d'une période de 3 semaines. Mais vous trouverez très régulièrement des gens qui sont sous anticholinergiques parce que je ne sais pas si le psychiatre s'est endormi ou bien si il est trop âgé. Voilà, ça c'est juste pour dire qu'il y a des tables d'équivalence. Ça peut être utile si vous avez un patient qui a 3 antipsychotiques, de vous dire, tiens, en dose cumulée, à peu près ce qu'il a, est-ce que c'est vraiment fort important? En principe, c'est plutôt le boulot du psychiatre. Et moi, toujours, de temps en temps, je suis content de remettre un de mes confrères en disant, tiens, t'es sûr que... Donc, si vous pouvez de temps en temps vous faire le plaisir d'allumer un psychiatre, peut-être que... Avec des arguments, ça vous fera plaisir. Vous êtes un petit peu pervers comme moi. Donc voilà, les antipsychotiques, pour suivre dans l'ensemble. Le cas particulier de la clozapine, c'est que effectivement, je pense qu'il faut aussi poursuivre, mais on n'en parle pas. Bon, on a vu que c'est une molécule assez sale et qui, effectivement, peut donner pas mal d'effets secondaires, qui sont relativement connus. Elle fait tout, antihistaminique, antimuscarinique, antiadrénergique. Donc, celui qui trouve la bonne combinaison pour éviter les effets secondaires et avoir son efficacité, à mon avis, c'est bingo. Et c'est ce que toutes les firmes pharmaceutiques cherchent. Les benzodiazépines, vous savez comme moi que ça renforce l'activité GABAergique, que ça donne des syndromes de sevrage parallèle au syndrome de sevrage à l'alcool, et qu'il y a un risque éventuellement de tolérance aux doses habituelles d'anesthésique, donc vous allez peut-être devoir les charger plus pour obtenir une anesthésie. On n'en dit pas beaucoup plus. L'idéal, c'est que le patient soit stabilisé à dose adéquate et qu'il n'y ait pas d'absence de sevrage avant l'intervention. Dans l'urgence, ce n'est pas toujours évident. Et puis, vous avez des usages occultes qui parfois peuvent poser question. Et actuellement, nous maltraitons encore très régulièrement nos patients en allant trop vite dans le sevrage. Donc, savoir que les sevrages pour les benzodiazépines
sont considérés comme devant être très, très progressifs. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Donc en milieu hospitalier, l'idée de dire je vais hospitaliser mon patient 3 semaines en psychiatrie pour le sevrer en benzo et l'opérer après, vous pouvez oublier, parce que s'il prend des benzos à dose importante depuis plus de 6 mois, c'est un sevrage sur plusieurs mois qu'il faut lui proposer. Ce qui ne marche pas pour des gens qui ne sont pas disciplinés. Alcool, natrexone, bon, je vais peut-être passer, vous aurez tout ça. Les inhibiteurs de la cholinestérase, vous pouvez les arrêter, de toute façon, ça ne sert à rien. Si je peux me permettre. D'ailleurs, ils sont déremboursés en France à partir du mois d'août, je pense. On pouvait les poursuivre, enfin, ça ne sert à rien. Et ça, c'était un truc. Quid de la polymédication? C'est intéressant, ça ne concerne pas la psychiatrie. 62 ans, oxygénodépendante à vie-liaison, 22 molécules. Moi, actuellement, je me suis cassé la gueule il y a 3 semaines, donc je prends de l'ibuprofène, du paracétamol, plus encore les 2 médicaments que je prends d'habitude. Et déjà, souvent, le matin, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pris? Est-ce que j'ai tout pris ou pas? Donc, 22 molécules. Super. Et 6 psychotropes. On m'avait demandé d'essayer de nettoyer le traitement psychotrope, ce qui n'était pas une mauvaise idée. En résumé, si vous avez des psychotropes, il y a un risque gérable et prévisible d'interaction pharmacocinétique et pharmacodynamique en péri- et post-opératoire, puisqu'on connaît bien quand même les mécanismes d'action de ces patients et les principales interactions que vous avez. Vous savez que par exemple, les symptomatologiques indirects et les antidépresseurs, ça fait un bon ménage. Antalgique majeur, ben, vous savez qu'il faut être prudent. L'antabuse, on n'a pas parlé, mais il faut arrêter cette affaire-là avant une intervention. C'est le seul que je peux vous dire qu'il faut arrêter. Et savoir que les patients psychiatriques ont un risque majoré au niveau somatique, état général, au niveau psychique, décompensation, risque cognitif, risque majoré d'abus de substances qui est éventuellement non reconnu, et toutes les complications. Et donc, encore plus que pour toute autre situation, on nécessite de documenter le plus complètement possible la situation préopératoire. C'est aussi quelque chose que j'essaie de faire passer à mes collègues psychiatres. Voilà, toujours le chat. Et puis, avec tout ça, il n'y a plus qu'à faire appel à une bonne dose de bon sens. Je pense que c'est le résumé.